Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de Bismart. C'est tous les jours en direct du lundi au vendredi. Je suis très heureux d'être avec vous. Bien entendu, débat, analyse et expertise et vos rubriques habituelles qu'on n'oublie pas. Bien dans son job aujourd'hui, on va s'intéresser au télétravail et à la vie privée. Trouver un équilibre, on en parlera avec une entreprise un peu pionnière parce qu'elle est en télétravail depuis presque 10 ans, cette entreprise. Alors évidemment, elle sait de quoi elle parle. Atlassian, son directeur général France, sera avec nous dans quelques instants. Smart et Réglo, la conventionnalisation du droit du travail. Déjà, c'est pas facile à dire. Qu'est-ce que c'est exactement? On en parlera avec un avocat. Ce sera notre rubrique juridique. Pause café. Fanny Griesmer, alors je sais pas si c'est bien honnête tout ça, mais elle nous propose des trucs pour éviter une visioconférence. Bah oui, on en a trop des visioconférences. Comment on peut esquiver sa visio? Quelques conseils pratiques avec Fanny dans sa pause café. Puis le cercle RH, notre débat, le mentorat. Qu'est-ce que c'est le mentorat? Ça vient du Québec. C'est un accompagnement spécifique, personnalisé pour de jeunes créateurs d'entreprises. Et vous le verrez, c'est un outil qui fonctionne. Ces entreprises restent en vie plus longtemps et créent plus d'emplois que les autres entreprises. Ce sera le thème de notre débat. Puis fenêtre sur l'emploi, améliorer son recrutement avec Cleaver Connect. Car le CV, on le verra à la fin de notre émission, ça ne suffit pas forcément pour faire un bon recrutement. On parlera des soft skills, évidemment. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, notre rubrique Bien dans son job. Bien dans son job, on s'intéresse au télétravail. Bah oui, tiens, pourquoi le télétravail? Parce que vous avez commencé, en tout cas pour certains d'entre vous, à refaire du télétravail depuis hier. Il y a eu ces 3 jours de pause et le télétravail revient du full remote, comme on dit, c'est du 5 jours sur 5. C'est pas une obligation, mais le gouvernement, évidemment, le souhaite. Tristan Ouin, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général d'Atlassian France. Pour ceux qui ne le sauraient pas, est une entreprise australienne. Exactement. Qui a été fondée en 2002 par deux inventeurs. J'ai envie de dire des inventeurs parce qu'on va parler de l'entreprise, on va parler de votre mission, mais parce que dès le départ, il démarre en télétravail. Vous me disiez, moi je ne connais que le télétravail. Ça n'a pas été difficile au départ comme expérience, indépendamment du Covid? Alors voilà, c'est indépendamment du Covid parce que le Covid fait que... Enfin, ce sont deux choses différentes, le télétravail et le Covid. Pour l'instant, nous subissons tous une sorte d'isolement à devoir travailler chez nous, chez soi. Ce qui n'est pas votre cas, excusez-moi de vous le dire. Ce qui est pas mon cas. Alors, la Covid a quand même changé des choses, puisque le dernier rendez-vous physique professionnel que j'ai eu, c'était en février 2020. Donc, il y a plus de 13 mois. Nos bureaux sont fermés. Donc, le télétravail ne rime pas nécessairement avec travailler chez soi, comme un ours dans une caverne, au fond d'une caverne. Là, effectivement, actuellement, nous sommes dans une situation totalement particulière. Est-ce que ça a été difficile pour moi au début? Absolument pas. Parce que déjà, j'ai un engouement pour cette sorte de travail, cette souplesse que ça offre. Et parce que l'entreprise, c'était... Et c'est toujours dans son ADN d'accueillir des personnes qui travaillent en télétravail. Donc, il y a des pratiques qui sont mises en place. Donc, chez Atlassian, quand on se présente pour un recrutement, un onboarding, puisque c'est le mot qu'on utilise, on donne la couleur aux salariés tout de suite. Vous serez en télétravail. Alors, à prendre ou à laisser? Actuellement, oui. Bah oui. Dans certains pays, c'est le cas. La Hollande... C'est stipulé dans mon contrat, d'ailleurs. Aux Pays-Bas, où on a un grand bureau... Là, il y a des locaux. Il y a des locaux. On a le choix. Voilà. Précisons que l'entreprise, c'est près de 6 000 employés, c'est 5 000, vous êtes en progression. 8 pays, 194 000 clients. Et j'imagine qu'à travers le discours qui vous sert, c'est un outil magistral pour expliquer aux clients qu'il faut aller vers le télétravail. Quels sont les messages que vous portez à vos clients ? Alors, on a plusieurs messages. Déjà, le télétravail en lui-même... Enfin, nous sommes convaincus que le futur, ce n'est pas le télétravail. Le futur, c'est vraiment un mode hybride. Voilà, c'est donner... C'est ce qui ressort, Voilà, et c'est un doux équilibre à trouver, qui n'est pas simple. Donc, il faut que ce soit vraiment porté par l'entreprise, pas que par quelques équipes, pas que par quelques managers. Il faut vraiment que ça vienne des dirigeants, d'en haut. C'est très important, mais également d'en bas. Il faut une volonté pour ça, et il faut offrir beaucoup de souplesse. Donc, ce que l'on dit à nos clients, à nos partenaires, et que l'on se rappelle tous les jours, c'est qu'il y a une culture pour ça, et il faut que ce soit, encore une fois, porté par les dirigeants, des pratiques, et montrer l'exemple. Donc,
on peut être éloignés les uns des autres, mais il y a des outils qui nous permettent de nous rapprocher, il y a des attitudes. Nos dirigeants nous parlent toutes les semaines, voilà, en faisant intervenir différentes personnes de différents métiers au sein de notre entreprise. Très important. Pour parler aux autres dans tous les autres territoires. C'est une des pratiques, par exemple, qui fait qu'on a l'impression qu'on fait partie d'une famille. Tristan Ouin, ce que vous vendez à vos clients, c'est quoi? C'est du service ou ce sont des outils? Ce sont des outils. Nous ne vendons pas de services à proprement parler. Nous sommes vraiment un éditeur de logiciels. Notre mission, c'est de libérer le potentiel des équipes, de chaque équipe, de toutes les équipes, en fournissant des logiciels. Et pour pouvoir accompagner les entreprises, parce que ça demande beaucoup de changements en fait. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a des bons outils, les bons outils d'Atlassian, que l'on va devenir plus agile, que l'on va pouvoir mieux collaborer. Il faut réellement être accompagné. Là, nous travaillons avec des partenaires. Chose que l'on fait, c'est que nous croyons en ce que nous faisons et nous développons. Nous mettons en pratique en interne. Alors déjà, nous sommes des grands utilisateurs, bien entendu, de nos produits. Certains produits ont commencé d'ailleurs pour un propre besoin interne. Mais qu'est-ce qu'ils proposent vos outils qui permettent à vos clients, une fois qu'ils ont été accompagnés, bien sûr, de se dire ouais, ça améliore vraiment notre qualité de travail ou notre productivité pour le moins? Ça permet déjà de collaborer d'une manière asynchrone. J'entendais qu'il y a une rubrique plus tard sur comment essayer d'éviter toutes ces vidéoconférences, ces réunions en ligne. C'est vrai. Voilà. Et bien, typiquement, nous faisons la différence entre du travail synchrone et asynchrone. Et même en ayant l'habitude, moi, ça fait 12 ans en fait que je fais du télétravail. Au début, quand il y a eu la pandémie qui est arrivée avec le confinement, j'ai fait beaucoup de Zoom. Voilà, on utilise Zoom et de Teams. Mes partenaires utilisent beaucoup Teams. Et il y a des journées où je passais entre 5 et 7 heures à faire du Zoom. Quelle folie. C'est fatigant. Bien sûr. C'est pas très utile. Et à la fin de la journée, il y a une grosse frustration. On a l'impression de n'avoir rien produit, finalement. Et donc, je me suis fait attraper par ce piège qui est assez simple. Et donc, il y a d'autres outils. Et nous proposons des outils asynchrones qui permettent de collaborer. Donc, par exemple, c'est quoi ce mot barbare? C'est-à-dire que chacun peut travailler à son rythme, peut collaborer, peut apporter quelque chose au projet. Sans être menotté devant son Zoom. Sans être menotté devant son Zoom, on peut le faire plus tard, on peut le faire avant, on peut le faire quand bon nous semble, et ça donne de la souplesse. Et à un moment donné, effectivement, il faut utiliser Zoom ou Teams, enfin un outil de vidéoconférence, pour traiter d'un problème, pour se donner un plan d'action sur lesquels on va travailler tous ensemble plus tard. Voilà. Et en fait, et c'est là où c'est important d'être accompagné, c'est-à-dire qu'il faut, il faut apprendre, il y a vraiment une culture numérique à avoir, il faut apprendre un bon usage des outils. Zoom, c'est merveilleux, j'adore, mais pas 5 heures par jour. Pas 5 heures par jour, parce qu'on est épuisé. Qu'est-ce que vous avez appris, vous? Parce que vous avez une formation d'ingénieur, vous faites aujourd'hui un développement commercial de ce site de la France pour Atlassian. Qu'est-ce que vous avez appris à l'occasion de ce Covid? Et cet apprentissage, est-ce que vous réussissez à le transmettre à vos clients? Alors, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de le transmettre. On veut, encore une fois, insuffler une dynamique, parce qu'on croit que c'est le futur. Nous sommes convaincus que c'est le futur. Et d'ailleurs, j'entends parler... Il y a des résistances quand même, parce qu'on voit sur notre plateau des études qui disent parfois tout et son contraire, des patrons qui disent non, on rapatrie les salariés, il n'y a pas d'autre solution. Alors, nous avons fait différentes études au sein d'Atlassian. 56% des collaborateurs français qui ont eu la chance de pouvoir travailler aussi en télétravail veulent un mode hybride. Quand j'entends autour de moi des gens, quand on reviendra à la normale, ce sera de pouvoir aller au restaurant, d'aller au café, d'inviter des amis, de faire ce que l'on veut, mais il n'y aura pas de retour à tous au travail de telle heure à telle heure. Ça, vous n'y croyez pas? Non, je n'y crois pas. C'est un modèle hybride qui va... Alors, je ne crois pas au tout télétravail, ça conviendra à certaines personnes. Mais pas à tout le monde. Mais pas tout le monde. Je pense que c'est vraiment un modèle hybride, et il faut vraiment... C'est une formidable occasion, mais il y a de grands enjeux. Il faut vraiment y travailler, il faut vraiment y réfléchir. Il ne faut pas que ce soit un manager dans une équipe. Il faut vraiment que ce soit une réflexion d'entreprise. Donc vous dites que c'est une révolution intérieure que doivent faire les dirigeants, parce que ça part des dirigeants. S'ils y croient, ça va ruisseler, comme dirait l'autre. Alors, je crois moyennement au ruissellement. Je pense qu'effectivement, il faut que ça vienne d'en haut. Enfin, il faut que en haut, les dirigeants impulsent et y croient et soient convaincus, mais il faut que les personnes dans l'entreprise, les forces vives de l'entreprise, y croient et veulent aussi. L'idée, c'est d'avoir plus de souplesse et pas d'imposer. Il ne faut pas avoir un contre-coup. Il faut pouvoir... Nous, au sein d'Atlassian, on lance un programme. Alors, tout n'est pas complètement
définie, on y travaille, ça prend du temps. Pourtant, on aime bien aller vite, hein, mais ça prend du temps, on fait très attention, parce que ça a beaucoup d'implications. C'est ce qu'on appelle Team Anywhere, c'est-à-dire que les employés auront la possibilité de choisir où ils veulent travailler, soit chez eux, soit où ils bureau, veulent. et suivant l'évolution de leur carrière, suivant où ils se trouvent. On peut très bien être ponctuellement, voilà, on fait l'achat d'une résidence principale, parce qu'on veut se mettre un peu plus au vert, eh bien on a peut-être un peu moins de temps à consacrer à son travail, on a peut-être besoin de plus de souplesse. On veut travailler à Paris aujourd'hui, et peut-être que demain on va être un peu plus au vert pour le prochain confinement. Donc il y a de la souplesse à Il y a l'intérieur. de la souplesse. Et tout le monde est gagnant, parce que les talents, on les trouve partout sur un territoire. Et le problème, c'est que beaucoup se sentent obligés d'aller soit sur Paris, ou quand c'est en Australie, à Sydney, Et etc. ça, ils vous le disent clairement, ils n'ont pas envie. On n'a pas envie. Enfin, certains n'ont absolument pas envie. les Moi, je talents. connais des gens, ils veulent pas envie. Ils n'ont pas envie. Ouais. Et pourtant, ils veulent avoir des carrières très intéressantes. Ils ont beaucoup de choses à apporter à des entreprises. Donc, recrutons où se trouvent ces Et ça, c'est la révolution aussi provoquée par cette crise Covid, parce qu'effectivement, on repense les zones de travail, les endroits où on va travailler. Atlassian ou Atlassian, on peut dire les deux. Voilà, je dis Atlassian, mais on peut dire Atlassian. Vous avez vu, moi j'ai dit de temps en temps Atlassian. Atlassian, entreprise australienne, et vous en êtes, vous, le directeur général France, Tristan Ouin, avec des outils, on l'a compris, puis une révolution aussi à l'intérieur à faire, vous, dirigeants. Allez les rencontrer, c'est peut-être intéressant qu'ils puissent vous dire comment eux vivent leur télétravail. Merci d'être venu sur le plateau, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. La suite, alors on va rentrer dans un sujet, oh là 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 là, c'est sérieux, smart et réglo, c'est le droit, et on va faire un point avec un avocat sur la conventionnalisation du droit du travail. Je crois que c'est le mot le plus long de la langue française. On en parle tout de suite. On est en direct, mon invité n'est pas encore assis, c'est le bazar. Et on parle d'un mot, vous allez le voir avec maître Michel Morand, qui est avocat spécialiste en droit social, cabinet HDV Avocat. Alors non seulement qui est un mot très long, là vous m'avez fait un piège, hein, maître. Non, du tout. C'est pas un piège. Donc on va parler de la conventionnalisation du droit du travail. Oui. Qu'est-ce Alors, si vous voulez, le point de départ, c'est quoi? C'est l'idée que, au fond, le Code du travail, ce monstre volumineux, très épais, un poids extraordinaire, au fond, était trop formel, trop lourd à porter, bien sûr, contre-productif aussi en termes d'efficacité, aussi bien pour les salariés que pour l'emploi, finalement, nocif un petit peu aussi sur le terrain de l'emploi. Plus les règles sont importantes, formelles, moins elles sont appliquées. On l'a beaucoup entendu. Donc, etc., etc. Donc, faut quoi? On dégraisse le mammouth? Alors, voilà, c'est ça l'idée. C'était ça l'idée, en tout cas, ce constat est fait par tout le monde. C'était ça l'idée, et pour essayer de dégraisser, au fond, le mammouth, il y avait sans doute deux solutions. La première, c'était de déréglementer. On arrache des pages du Code du travail, on simplifie comme ça. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. Il y a eu des colloques qui se sont tenus il y a quelques années. Faut-il brûler le Code du travail, etc., etc. En fait, c'était une idée possible. Et ça s'est fait, mais de manière très, très partielle. En réalité, ce que le législateur a imaginé, pour des raisons aussi politiques, inévitablement, c'était plutôt de permettre d'adapter la règle légale par la négociation. C'est ça l'idée. Et c'est ça la grande idée, au fait. Donc on ne touche pas aux 45 kilos du Code du travail. Non, on permet de déroger. Mais on déroge. On déroge, mais pas de n'importe quelle façon. Des points concrets, maître, de dérogation au Code du travail. On l'entend régulièrement dans l'actualité. On a dérogé à cette règle. C'est extrêmement volumineux. En fait, des points concrets, les heures supplémentaires, par exemple. Les heures supplémentaires, le taux de majoration, c'est 25 ou 50%. Un accord négocié avec les organisations syndicales peut faire que le taux soit baissé à 10%. À 10%, absolument. Voilà. Donc il y a tout un tas d'exemples comme ça, et le Code du travail se construit progressivement comme ça, par la place formidable laissée à la négociation collective. Mais alors attendez, si je vous entends bien et on reste dans votre logique, on a un énorme volume de code du travail, qui est l'habeas corpus du travail. C'est ça. Et en même temps, on va recréer une jurisprudence très volumineuse qui va venir contredire le droit du travail.
Enfin, excusez-moi, Oui, c'est ça. Mais c'est pas contredire. En fait, c'est se substituer aux dispositions légales et réglementaires. Donc il ne sert plus à rien, ce code du travail. Si, parce qu'il y a des domaines, forcément, pour lesquels les dérogations ne sont pas possibles. Tout ce qui touche à la protection de la santé des salariés, on ne peut pas imaginer de déroger par la négociation. Donc il y a des domaines incontournables qui sont nécessairement du domaine de la loi ou du règlement, mais beaucoup d'autres domaines, effectivement, la place est importante à la négociation collective. Et la question qui s'est posée au-delà de ça, au-delà de ce premier constat, c'était de savoir à quel niveau ça devait se passer. Ah oui. À quel niveau? Les branches, entreprises? Voilà, c'était la vraie question. Et en fait, le législateur a beaucoup hésité. Et puis finalement, le choix a été fait dans la loi, au fond, dans la loi travail, qui est la suite au rapport contre Bruxelles, pour effectivement considérer que le meilleur niveau... La fameuse loi travail, hein, qui avait suscité quelques grandes manifestations. Quelques émotions, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, à partir de là, le choix est fait de considérer que le meilleur niveau de fabrication et d'adaptation de la norme sociale, c'est l'entreprise. Et là, ça pose des quantités de problèmes. Et donc aujourd'hui, au fond, que se passe-t-il? L'entreprise a la capacité, finalement, de fabriquer ses propres règles sociales, hormis celles, bien sûr, qui sont du domaine de la loi, parce qu'elles touchent au domaine... Comme des cadres régaliens, c'est du régalien. C'est ça. Les libertés, la protection de la santé, etc. etc. Mais pour tout le reste, une place considérable est donnée à la négociation d'entreprise. Michel Morand, vous nous dites, et ça c'est un sujet important, parce que quand on se penche sur le droit du travail, c'est un hydre, la question du droit du travail. Ça demande une spécificité, une spécialisation. Vous nous dites que l'entreprise, à travers cette loi travail, a pris plus de place et plus de pouvoir. Bien sûr. Alors, a plus de pouvoir, mais avec aussi un partenaire. C'est pas n'importe lequel. C'est par la négociation, et c'est donc le partenaire choisi, ce sont les organisations syndicales au travers de... Et les représentants syndicaux élus. Oui, c'est ça. Alors, là aussi, bien évidemment, dès l'instant où on a imaginé que l'accord d'entreprise pouvait déroger à la loi, et dans un sens qui n'est pas nécessairement favorable aux salariés. C'est ça aussi, si vous voulez, la grande différence avec ce qui se passait avant, dans le monde d'avant. Voilà. C'était la critique du monde de l'entreprise. Bien sûr. Le code du travail qui est trop protecteur. C'est ça. Et puis, on pouvait déroger au code du travail, mais il fallait améliorer la loi. Alors que là, ce qui s'est dessiné à partir de 1982, c'est qu'on pouvait déroger à la loi dans un sens qui n'était pas nécessairement favorable aux salariés. Et donc, partant de ce constat, il a bien fallu repenser la légitimité des acteurs. Bien sûr. Jusqu'en 2008, le délégué syndical qui représente l'organisation syndicale de plein droit était considéré comme légitime pour ceux qui appartenaient aux 5 grandes centrales. Les irréfragables. C'est ça, canal historique, en quelque sorte. On peut les citer. Alors, il y avait la CFTC, la CFE-CGC, la CGT, la CFDT et Force ouvrière. Voilà. Donc, ils étaient représentatifs de l'ensemble des salariés. Bien. Mais la représentativité et la légitimité, c'est autre chose. Et dès l'instant où, effectivement, on a imaginé qu'un accord d'entreprise ait la capacité de déroger à la loi dans un sens défavorable, il fallait que l'acteur soit légitime. Sérieux, bien sûr. Et bien sûr, il fallait que l'acteur soit légitime. Et tout ça, c'est l'essentiel de la loi du 20 août 2008, qui fait qu'aujourd'hui, l'organisation syndicale est légitime, parce que cette légitimité, c'est au travers des élections professionnelles. Celui qui signe, le délégué syndical, il doit être légitime parce qu'il faut qu'il se soit présenté aux élections professionnelles, et le produit qui sort de la négociation, l'accord d'entreprise, il faut qu'il soit aussi légitime parce que c'est un accord majoritaire. On sort du sujet, mais il est intimement lié. La sous-représentation syndicale, c'est-à-dire le fait que ces syndicats ne représentent qu'une infime minorité des salariés, est-ce que ça, évidemment, pèse dans le rapport de force avec l'entreprise? Parce qu'il y a une perte de syndicalisation en France, on le sait. Bien sûr. Mais ça, c'est sans doute aussi parce que les syndicats se sont un peu écartés des préoccupations des salariés. Je veux dire, ils ont fait trop de politique et pas assez de concret. Probablement un peu. Ce qu'on reproche aux politiques, on le reproche aussi un peu aux organisations syndicales. Mais là, il y a des enjeux qui sont considérables, si vous voulez, considérables. Avant de nous quitter, vous, l'avocat, qui donnait des conseils aux entreprises, aux salariés, comment on se réfère à cette, entre guillemets, jurisprudence qui est décidée dans les entreprises? Parce que ce qui veut dire que ça complique le travail de l'avocat. Pour chaque entreprise, il peut y avoir des règles différentes. Ça ne le complique pas, c'est formidable. C'est l'inverse. Vous êtes un homme heureux. C'est formidable parce que c'est fabriqué, en quelque sorte, des petits codes du travail adaptés, si vous voulez, en quelque sorte, au contexte économique et social de l'entreprise. Un secteur d'activité. Oui, bien sûr. On peut pas. C'est vrai, la loi, ça tombe d'en haut.
Et ce n'est pas forcément adapté au fonctionnement économique et social de l'entreprise. On affine en fonction du contexte, en fonction de la situation. C'est ça. Michel Morand, c'était un plaisir de vous accueillir. C'était un mot très long, mais vous avez vu, on ne l'a pas utilisé une seule fois. C'est parfait. Et ça, c'est quand même très bien. C'était la conventionnalisation du droit du travail. On a bien compris de quoi il en était à travers votre explication très claire. Le mammouth n'a pas maigri, mais on a créé évidemment des droits particuliers en fonction des secteurs et des activités. Une manière très politique de ne pas toucher au code du travail. Merci d'être venu sur notre plateau, c'était un vrai plaisir. Ne bougez pas, on va faire une petite pause. C'est la pause café, les avocats en font évidemment avec Fanny Griesmer. Esquiver une visioconférence, est-ce bien sérieux comme thème? Parfois elles sont obligatoires et on a envie de les esquiver. Fanny Griesmer nous donne quelques petits conseils. La pause café avec Fanny Griesmer. Comment ça va? Très bien, et vous? Vous avez le sourire parce que vous allez nous donner des petits conseils comme ça, sympathiques, évidemment, honnêtes, légaux, pour esquiver. On l'a vu il y a quelques instants. Légaux mais drôles. Légaux mais drôles. On l'a vu avec un invité précédent qui nous expliquait qu'il avait fait 5 heures, 6 heures de visio en Zoom, qu'il était épuisé. Et on parlait de Zoom fatigue, juste. Comment on fait? Comment vous est venue cette idée, Fanny Griesmer, de dire, tiens, comment j'esquive une visioconférence? Est-ce bien sérieux tout ça? Non, c'est pas sérieux. Parce que moi aussi, des fois, je rentre dans un tunnel de visioconférence et j'ai envie de m'en sortir un petit peu. Alors c'est vrai que le télétravail, on n'a pas trop le choix en ce moment, systématisé, subi, parfois, à l'inverse, parfois savouré. Et justement, le fait d'être à distance, vous pouvez, j'ai envie de vous dire, en profiter. Vous êtes loin des regards et donc vous pouvez mettre en œuvre quelques petites stratégies pour vous échapper de ces réunions. Alors c'est vrai que les réunions à distance, elles s'enchaînent et parfois votre premier bonjour s'adresse un peu à la caméra de votre ordinateur, en quelque sorte. Et on ne va pas se le cacher, une réunion à distance, ça ne ressemble pas vraiment à une réunion dans un bureau physique. Alors si vous ne pouvez pas, vous pensez en tout cas ne pas pouvoir y échapper, détrompez-vous, attention, je vais vous donner un petit mode d'emploi irrévérencieux et peu conventionnel, mais à tester. Bon, on attend votre esquive, comment on fait? Déjà, on est nombreux à esquiver, il n'y a pas que moi, rassurez-vous, selon une enquête commandée par Indeed, 28% des télétravailleurs interrogés ont déjà fait semblant d'avoir un problème de caméra ou de micro pendant ce type de réunion, un chiffre qui s'élève à 39% chez les 18-24 ans, pourtant très à l'aise avec les technologies. Les profs s'en plaignent de ça. Ils n'ont jamais la caméra ouverte, le micro ne marche pas. Après, il y a parfois des vrais problèmes de réseau. Mais c'est vrai que c'est embêtant. Est-ce que la technologie peut venir à notre secours? Oui ou non? Oui, comme d'habitude. Tout à fait. Voilà. Et justement, c'est ce que propose le logiciel Zoom Escaper. L'idée est assez simple, redoutablement efficace en revanche. Simuler des bruits parasites, tellement insupportables que finalement, les personnes qui sont sous un tunnel en visioconférence vous remercieront presque de vous retirer de cette réunion. Alors, avec cette application, on est clairement à mi-chemin entre l'humour et le sérieux. Vous pourrez saboter littéralement votre visio grâce à un panel d'effets sonores pour le moins spéciaux. Vous avez au choix les pleurs d'un bébé, des travaux en cours, on pense au marteau, à la perceuse, au bruit de chantier qu'il peut y avoir à l'extérieur, des rafales de vent aussi, des aboiements de chiens, d'autres plus classiques, censés simuler une mauvaise connexion. Vous le savez un peu, c'est comme lorsque vous passez sous un tunnel, donc votre voix est entrecoupée. Évidemment. Bruit assez crédible, peut-être, sauf... le vent le vent, oui, effectivement. Et puis bon, finalement, à part des grosses rafales de vent... Qui font claquer les volets. Oui, non, on n'y croit pas trop. Celui d'un homme qui pleure aussi, peut-être pas si crédible que ça. En tout cas, bon courage pour justifier par la suite, vous justifier auprès de vos interlocuteurs. En tout cas, une fois votre choix fait, vous pouvez activer, désactiver séparément chacun d'entre eux, augmenter, diminuer le volume, pour obtenir le mélange parfait de bruit requis pour l'occasion. Le logiciel est non seulement gratuit, mais en plus, paraît-il, il est indétectable. Donc, vous ne vous ferez pas prendre. Vous avez désormais l'alibi idéal pour sortir la tête du tunnel de visio qui vous attend et vous prémunir de cette Zoom fatigue et de l'overdose. Alors, il y a quand même le risque du revers de la médaille. Ah oui, j'ai envie de vous dire que dès lors que vous savez que ça existe, si vous entendez un bruit pendant une visioconférence,
vous allez tout de suite voir la supercherie. Donc, à consommer avec modération, je pense. Il faut quand même faire attention de ne pas se faire taper sur les doigts. Est-ce Non qu'il y a d'autres techniques? Parce que là, vous êtes en train là, on passe par là, la vous donnez des technologie. conseils à des lycéens. Si les lycéens regardent, ils ne sont pas... Mais si voilà, vous n'êtes pas trop un geek dans l'âme, vous pouvez profiter de la technologie, mais de manière plus traditionnelle. Alors c'est vrai que certains, je suis allée consulter quelques pages, quelques forums, certains font vraiment preuve d'ingéniosité quand il s'agit d'échapper à des visios. Technique ou plutôt stratégie, j'ai envie de dire, du visage figé. Alors, autant vous dire qu'il faut avoir quelques compétences théâtrales pour vous frotter à la méthode. En fait, tout simplement, vous simulez un problème de connexion Internet, mais vous-même. En gros, en pleine visioconférence, vous arrêtez de bouger. Voilà. Comme si l'image se figeait. À cause d'un Wi-Fi défaillant. Ensuite, vous cliquez sur le bouton pour quitter discrètement ou pas la réunion. Puis vous envoyez un petit message d'excuse incriminant votre réseau qui fonctionne mal et le tour est joué. Donc l'idée, c'est de ne plus bouger. Voilà. Et puis éventuellement aller fermer en découpé. Stratégie. Ouais. Une autre technique, comme dirait Georges Clooney. Alors là, plutôt à faire lors d'une réunion en grand comité, pour le coup, vous pouvez essayer la déconnexion par étapes. En gros, vous disparaissez petit à petit jusqu'à vous faire oublier. On commence par couper le micro, puis la caméra, jusqu'à quitter en douceur la conversation de groupe sans avoir à redoubler d'efforts et de créativité pour trouver la bonne excuse, la raison valable de raccrocher. Alors c'est lâche, oui, mais c'est efficace. Moi, je vous dis, pourquoi pas, tenter, voyez si ça sur la pointe des pieds, quoi. En tout cas, si vous êtes atteint de Zoom fatigue et qu'il vous faut trouver une bonne excuse. Zoomphobie aussi, on en parle. Il y a ceux qui ont peur, tout simplement, de se retrouver dans une visio. J'ai pu lire aussi réticence. Comme Teams, réticence, voilà. Tous les moyens. C'est un jeu de mots, hein. En ce moment, j'ai envie de vous dire, vous avez la bonne excuse. Vos enfants à l'école, mais à la maison. Et là, pas besoin de redoubler de créativité. Attendez, j'essaie de me figer. Et on va quitter discrètement ce plateau. J'ai quand même, c'est pas mal ce que j'ai fait là. Je me suis figé, c'est-à-dire qu'on ne peut plus accéder à cette émission. Non, restez avec nous, c'est la fin de la pause café. Il n'y a aucun problème technique. On est bien sur le plateau de Smart Job. Merci Fanny, on se retrouve demain pour un sujet un peu plus sérieux, quand même. Donner des conseils à tous ces salariés pour esquiver les visios. Nous, on va s'intéresser au mentorat dans notre débat. C'est le cercle RH. Qu'est-ce que c'est le mentorat? On en a entendu parler, on entend beaucoup parler de ce mentorat. Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Et est-ce que c'est utile? Oui, ça aide les entreprises très concrètement qui démarrent à prendre leur envol et vous allez le voir, à créer beaucoup d'emplois. Ça sera le thème du débat juste après cette courte pause. Le débat, le cercle RH quotidien, chaque jour, en direct. Très heureux d'être avec vous, évidemment. Vous êtes dans Smart Job. On va parler du mentorat. Qu'est-ce que c'est donc que le mentorat? On va tout vous expliquer avec mes invités. C'est un outil de performance, d'accompagnement très spécifique, très spécialisé. Ça vient du Québec, pour donner comme ça le cadre un peu général. Et c'est pas du coaching. Voilà, je fais une sorte de rébus. Et puis, on va essayer, évidemment, de rentrer dans les détails avec mes invités. Bénédicte Sanson, merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice du MoveJ, qui a été cofondé par Dominique Restineau, qui est le président de la CCI Paris. C'est un peu son bébé, et c'est le vôtre aussi, on va en parler, parce que c'est beaucoup d'entreprises qu'on croise dans la ville, dans les rues, qui ont été accompagnés par MoveJ et qui sont des boîtes qui fonctionnent très bien et qui ont créé de l'emploi et qui sont vivantes et qui ne meurent pas prématurément. Ça, c'est important, parce que quand on crée son entreprise, souvent, ça démarre et puis ça se casse la figure. Elisabeth Elkrief, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de la fondation Alpha Omega. Vous nous expliquerez dans les détails ce qu'est la fondation Alpha Omega et ce qu'elle fait en matière de mentorat. Et puis Christophe Paris, directeur général de l'AFEV. L'acronyme de l'AFEV? Association de la Fondation étudiante pour la ville, on est les spécialistes de l'engagement des étudiants dans les quartiers prioritaires en France. On va en parler parce que c'est aussi une forme de mentorat. On a, je dirais, une palette.
Commençons par le début. Je disais Québec, ça vient du Québec. Nous, on parle beaucoup sur ce plateau de coachs. Il y a des coachs qui viennent nous parler régulièrement de leurs activités. On a voulu faire un focus sur le mentorat. Votre définition du mentorat, on commence par qui ? Allez-y. Donc, pour nous, c'est le mentorat pour entrepreneurs. Et effectivement, le mentorat pour entrepreneurs vient du Québec. Il a été créé en 2000 par la Fondation de l'entrepreneurship. Et pour nous, ce qui est fondamental dans le mentorat, c'est que c'est un accompagnement entre pairs. Deux personnes qui ont vécu, qui vivent la même expérience et qui vont pouvoir, par du partage et du questionnement, aller plus loin dans leur cheminement. C'est valable pour le mentoré, c'est aussi valable pour le mentor. Le mentor a le rôle de celui qui a vécu et qui va pouvoir interroger l'autre pour l'aider à trouver en lui ce qu'il a envie de porter et éviter un certain nombre d'écueils sur sa voie. Notamment quand on démarre une entreprise, et notamment on a 1000 questions et on fait souvent 1000 bêtises. On fait souvent 1000 bêtises et le fait d'être accompagné par quelqu'un qui a vécu ce qui est devant nous rend cette personne légitime. Légitime parce que elle va savoir aller chercher. Je suis passé par là, monsieur. Les lignes. Je peux vous dire que je suis passé par là, j'ai le contre-champ, faites pas ça. C'est ça Alors, aussi. c'est surtout pas faites pas ça, puisque le mentor ne va pas donner de conseils. Le mentor pousse le questionnement pour aider l'autre à acquérir une moulinette de questionnement et le rendre autonome. Ça, c'est Socrate, extrêmement important. Elisabeth, c'est Socrate. Il fait accoucher les âmes, en fait. Il ne guide pas, il fait accoucher les âmes. Votre définition du mentorat ? Alors pour nous, il y a mentorat et mentorat. C'est important de le noter. C'est-à-dire que nous, qui avons 2 grosses associations de mentorat dans notre portefeuille, Article 1 et la FEV ici présente, avec Christophe, nous avons des critères de sélection et des indicateurs pour considérer une association comme étant professionnelle en mentorat. Donc il faut d'abord qu'elle fasse du matching de binôme, donc ce qu'on appelle en français jumelage. Ensuite, donc c'est le mentoré et le mentor, on est d'accord. Sont associés. Ensuite, il faut qu'elle forme ses mentors. Avec un process assez pensé par rapport à l'action qu'elle veut avoir. En 3e lieu, il faut qu'elle suive les binômes et qu'elle vérifie que tout se passe bien ou qu'elle règle les problèmes le cas échéant. Et surtout, qu'elle valorise et qu'elle évalue les compétences qui sont apportées au mentor. Votre définition, c'est une définition, je dirais, très, très technique, très juridique, je dirais, qui donne le cadre. Vous parliez des étudiants en direction de quartiers en difficulté. Ça peut aussi recouper, si je peux me permettre, l'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans les quartiers qui disent « mais moi je veux créer ma boîte, je ne sais pas comment on fait, je n'ai pas de contact ». C'est aussi cela ? Oui, le mentorat social, avant de faire focus sur le mentorat à la FEV, mais effectivement le mentorat social qui est une dynamique assez ancienne, notamment aux États-Unis. Anglo-saxon, ouais. Anglo-saxon. Il y a plusieurs millions de mentors et de mentorés aux États-Unis. Donc c'est arrivé en Europe il y a une trentaine d'années, ça se développe. Il y a aujourd'hui une charte du mentorat en Europe. Et c'est quoi le mentorat ? C'est le mentorat social, en tout cas. C'est un bénévole qui, quelques heures par semaine ou tous les 15 jours, va accompagner un jeune dans son parcours et dans son parcours de réussite, avec l'idée fondamentale que le mentor vient pas en surplomb, mais accompagne et à côté de... Marche à côté. Marche à côté. Et dans le mentorat, dans la définition européenne du mentorat, c'est le jeune mentoré qui guide la relation. C'est un élément qui est très important. Et le deuxième élément qui est important, c'est que ce n'est pas centré sur un élément. Par exemple, on ne va pas transmettre, ça ne va pas être sur les maths ou ça ne va pas être sur le CV. Ça peut être sur les deux. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ce n'est pas centré sur une compétence disciplinaire, mais c'est bien un accompagnement transversal qui s'adapte en fonction des besoins du jeune. Et le troisième élément de la définition, c'est il faut qu'il y ait une structure qui coordonne ce mentorat et fasse tout ce que disait Elisabeth. Et donc ça, ce mentorat-là, ce mentorat social, aujourd'hui en France, il y a 30 000 mentors et 30 000 mentorés qui chaque semaine se rencontrent. Nous, on a monté, avec la FEV, on a monté... Enfin, se rencontrer dans des cafés et se parler en visio. Voilà, parce qu'on parle beaucoup de visio. C'est ça la réalité aujourd'hui, on ouvre une visio, quoi. Et donc la FEV a monté, avec d'autres associations, un collectif mentorat pour pouvoir animer tout ça et développer. Et la FEV, c'est 9 000 étudiants qui... toutes les semaines, vont dans un quartier auprès d'un enfant en difficulté dans son parcours et va l'aider à son domicile. C'est-à-dire aussi Là, vous dites un enfant. Hein, Nous, à la FEV,
Nous, à la FEV, on démarre dernière année de maternelle jusqu'au grand de lycée. Mais Et vous appelez ça aussi du mentorat, si je peux me permettre? du mentorat, parce qu'on peut appeler ça aussi accompagnement scolaire. Non, c'est vraiment, on dépasse l'accompagnement scolaire pour intégrer l'ensemble des dimensions aussi. C'est la globalité de l'enfant. Voilà. Culturel, social, on n'est pas que scolaire, et puis on voit bien que la réussite scolaire est aussi la conséquence d'une ouverture sociale et culturelle. Juste d'un mot, dans le paysage des travailleurs sociaux, et on va parler des entreprises, parce qu'il y a l'aspect croissance, création d'entreprises, création d'emplois, mais là on est sur le volet social. Par rapport au paysage des travailleurs sociaux dans les quartiers, il existe tout un panel d'outils sociaux. Comment vous vous emboîtez? On voit que c'est du bénévolat, on voit que c'est... Comment ça se passe ça, par rapport à l'environnement social français, qui a son propre modèle, si je peux me permettre? On a un modèle très spécifique. Je veux bien répondre et après passer Ouais, allez-y, mais animez l'émission si vous voulez. Allez-y. Non. Ce qui est important, c'est que les 30 000 mentors et mentorés dont je parlais sont organisés par des associations et donc il y a des professionnels. D'accord. Ça passe par le réseau associatif. Voilà. On a des professionnels qui sont là pour, ce que décrivait très bien Elisabeth, recruter les mentors, les former, faire le matching, être en lien avec l'école et les travailleurs sociaux. Il y a des tours de contrôle quand même. Les travailleurs sociaux pour dire quel enfant on doit suivre, quel jeune on doit suivre, être en lien avec la mission locale. Et donc ces structures-là ont le projet mentorat fonctionne bien, mais avait besoin de passer à l'échelle. Je comprends. L'enjeu aujourd'hui, c'est le passage à l'échelle. Et c'est là où je redonne le bâton à Elisabeth. On fait un 2 fois 200 mètres et vous repassez le bâton là. Et c'est que grâce à notamment des fondations comme Alpha Omega, on est en train de, article 1, la FEV, en train de changer l'échelle. Comment on passe de projet qui fonctionne bien, un projet qui transforme la société. Christophe vous a donné la main, un mot, et puis je vais donner la parole à Bénédicte, mais merci. Vous êtes, je dirais, la structure organisatrice, puisque la présentation que vous nous faisiez était l'idée de la matrice, c'est-à-dire de manière à pouvoir franchir un cran supplémentaire. On voit bien le volet de la fondation, on voit bien le mentorat, qui sont des modèles anglo-saxons, et je le redis, sans y trouver de problématiques artificielles, qui viennent parfois se heurter à notre modèle social traditionnel. Vous êtes d'accord ? Je crois qu'il y a deux mots moi, que ça m'inspire. Donc d'abord l'identification. Je crois que quand un jeune s'occupe d'un enfant, il y a un lien qui se crée et qui est un peu différent de celui d'un accompagnement professionnel par un travailleur social. Et un lien sur la durée, puisque globalement, ça va de 6 mois jusqu'à parfois 3-4 ans, les accompagnements. Et enfin, pour continuer, avant de passer la parole à madame... Chacun se passe la parole. Vous avez vu, moi, j'ai plus rien à faire dans ce débat. C'est que je crois que ce qu'il y a d'intéressant dans le collectif Mentorat, c'est que pour la première fois, de mon point de vue, il y a quasiment une délégation de service public, puisque... C'est la question sous-jacente. Oui, puisque en fait, le mentorat d'abord est reconnu comme une pratique légitime, mais en plus... Portée par Emmanuel Macron, qui voulait accentuer. Et qui redonne une grosse place à l'égalité des chances. Parallèlement, vous avez un travail qui est confié aux associations, donc ça veut dire que ça leur donne la légitimité d'être un pilier éducatif à côté de l'école et des parents. Et enfin, je crois que ce qui est intéressant, c'est que ça permet de comprendre que si l'école marche pour 80% des enfants assez correctement, pour 20% des autres, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Et c'est là où les grandes associations éducatives ou d'accompagnement à l'entrepreneuriat, de mon point de vue, font un job extrêmement important. Vous êtes très forte, Elisabeth, parce que vous redonnez la main d'une manière subtile, en faisant un lancement, en quelque sorte, à Bénédicte. Mais bien sûr, mais c'est formidable. Là, vous êtes mes mentors et je suis mentoré, en quelque sorte, sur ce plateau. Bénédicte Sanson, c'est intéressant parce qu'il y a le volet social, il y a le volet de l'accompagnement de ces jeunes, qui sont d'ailleurs des très jeunes enfants, puis vous êtes, vous, dans l'accompagnement de très jeunes entreprises, de très jeunes entrepreneurs, ce qui est très intéressant. Et j'ai vu quand même que les chiffre qui ressortait, c'est que ils ont une durée de vie de 3 ans supérieure dans leur vie, c'est-à-dire qu'elles ne meurent pas comme des lucioles, ces entreprises, parce que souvent on en crée beaucoup, mais elles meurent très vite. Et puis 85% ont un très fort taux d'emploi. C'est quoi le truc? Pourquoi ça marche bien? Qu'est-ce qui fait que ces boîtes,
se solidifient, font racine, et qu'en plus, elles créent de l'emploi? Alors, avant de vous répondre, je vais juste rebondir rapidement. Ah ben voilà, sur ce que... c'est bien ce que je disais aujourd'hui. mes petits camarades. Mais, ce qui est formidable, c'est qu'on parle de la même chose. On parle d'un accompagnement sur la personne et pas d'un accompagnement technique. Et ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas un sujet. C'est pas les maths, c'est pas le français, c'est pas le CV. Mais c'est une globalité. Qui je suis moi et comment je me projette dans l'avenir. Ça, c'est vraiment important. Et le mentor est là. Et c'est ce que vous disiez, c'est que le mentor va inspirer. Le mentor est là pour partager son Ça, c'est très expérience. anglo-saxon, si je peux me permettre. Et voilà. Et ça, un modèle, quelque chose qui inspire. Voilà, mais ça n'est pas de la conversation de comptoir, d'où cette importance du cadre. Et voilà pourquoi, quelque part, j'ai envie de dire, bien, effectivement, les jeunes qui décident de créer une entreprise. Et je vais faire encore une petite parenthèse. Depuis 2009, nous avons un baromètre qui évalue l'intérêt des jeunes face à l'entrepreneuriat. Et quand on regarde la dernière édition, alors qui était en 2019, et il y a une édition qui se prépare, 45% des jeunes souhaitent créer ou reprendre une entreprise pendant leur vie professionnelle. C'est formidable. Et 66% veulent le faire avant 30 ans. Ce qui nous fait 30% des jeunes de moins de 30 ans qui veulent créer une boîte. Aujourd'hui, quand il n'y a pas de job qui se crée, qu'il y a surtout des jobs qui disparaissent, créer sa boîte, c'est créer son emploi et c'est créer celui de ses potes. Et pourquoi on crée celui de ses potes? Parce qu'effectivement, avec le mentorat, on va travailler sur qui l'on est. On va ancrer ses certitudes, ses convictions sur du pratique, sur du marché, sur des données extérieures, mais on va les confronter à ce que l'on est et à ce que l'on est capable de porter. C'est pour ça que les entreprises deviennent pérennes, c'est pour ça qu'elles créent de l'emploi, c'est parce que l'entrepreneur est complètement aligné avec son ambition. Ce qu'il réalise va dans le sens de ce qu'il a envie de porter. Et ça, on a l'énergie pour toute la vie. On va passer de l'entreprise, encore que les choses sont liées, parce qu'il y a aussi dans les quartiers des jeunes qui ont bien au-delà des 5 ans, mais ceux que vous accompagnez se disent « mais je voudrais franchir l'étape au-dessus, créer ma boîte ». Mais est-ce que les places sont chères chez Mouv'J? Parce que ceux qui nous regardent doivent se dire « moi j'ai un super projet, j'ai besoin d'un mentor parce qu'il ne me suffirait pas de grand-chose ». Souvent on entend ça. Il ne me faudrait pas grand-chose pour que je franchisse l'étape. Les places sont chères, comment on fait? Il y a une liste d'attente? Il suffit d'avoir une connexion Internet et d'aller remplir son dossier de candidature. D'accord. Ensuite, vous avez effectivement un comité d'engagement parce qu'il faut venir chercher les bonnes choses dans le mentorat. Il ne faut pas venir chercher un réseau qu'on va aller piller de façon sauvage. Il faut avoir envie de grandir en tant que personne, de grandir en tant qu'entrepreneur. C'est très philosophique, ce que vous dites. Il faut avoir une ambition pour sa vie. Et je crois qu'on partage ça quand on est dans le mentorat social. On n'a pas envie de se dire comment je vais faire pour filouter et toute ma vie pouvoir vivre des subsides de l'État. C'est pas ça, avoir besoin d'un mentor. C'est avoir envie de se construire et d'apporter quelque chose à la société, d'apporter quelque chose à son environnement. Ouais, c'est très intéressant, le volet philosophique de l'engagement. C'est-à-dire, je m'engage pour créer mon entreprise. Et comme vous dites, je ne suis pas là pour aller chercher du réseau. Ce n'est pas le Rotary Club. C'est pas ça l'esprit. C'est comment je suis comme être humain dans un projet d'entreprise ou un projet social. C'est un bénéfice collatéral, le réseau. C'est un bénéfice collatéral. C'est une belle expression. Non, mais je rappelle vous êtes d'accord? Oui, puis je rappelle aussi que ça apporte énormément de choses au mentor. C'est-à-dire que... Oui, c'est important de le dire. Ça le fait grandir aussi. Oui, ça lui donne des compétences managériales. Ça lui permet de créer du lien. Ça lui permet, quand je pense aux mentors qui travaillent à la FEV, ça leur permet parfois de tisser une relation pour toujours avec l'enfant qu'ils ont accompagné, de servir de rôle modèle, d'être le confident de la famille. Et pour Article 1, qui est aussi dans notre portefeuille d'association, vous avez quelque chose d'incroyable qui est qu'ils accompagnent des jeunes talents d'enfants qui vont pouvoir réussir des grandes écoles, Sciences Po, etc., mais qui se sentaient complètement bloqués par des plafonds de verre et qui vont se retrouver grâce à ce mentor. Pas confiance, oui. Complètement en confiance, exactement, et capable d'avoir un interlocuteur pour poser ses questions et y croire. Juste pour qu'on soit bien clair, parce qu'on voit que ce mentorat, il est utile, il fait grandir le mentor et le mentoré. C'est important qu'on l'entende. Il y a le service civique, il y a aussi toutes ces opérations qui sont en plein développement. Comment elles se distinguent? Parce qu'il y a aussi des jeunes qui font un service civique dans des quartiers, qui font de l'accompagnement. Comment on les distingue? C'est différent? C'est pareil? C'est un travail aussi utile? Vous voyez, dans cette grande famille du travail social, parfois on s'y perd un peu. Oui, c'est très complémentaire. C'est très complémentaire et il y a d'ailleurs, il peut y avoir des jeunes en service civique qui
sur une petite partie de leur service civique, qui dure généralement 24 heures, 26 heures par semaine, vont faire 2 heures de mentorat. C'est très complémentaire. Ce qui est important, la complémentarité d'intervention, c'est que le mentor est bénévole. Il mentore généralement une personne et il va le faire dans la durée. Durée, c'est quoi? C'est 1 an, 2 ans? Ça va être minimum 6 mois. À la FEF, c'est entre 1 et 2 ans. Mais on signe un engagement, excusez-moi pour être très précis. Hein. On dit à ce jeune garçon de 25 ans, qui est ingénieur, attention, non mais toi, tu es mentor, et il signe quelque chose quand même. Il y a quelque chose qui ressemble à un document quand même. Oui. Oui. Nous, il y a effectivement, il y a tout un processus de recrutement qui fait que les étudiants qui arrivent à la FEV n'arrivent pas par hasard et sont formés, sont encadrés, sont suivis. C'est très important de bien comprendre que le mentorat aujourd'hui en France est arrivé à une maturité de structuration, que ce n'est plus une initiative isolée sur un territoire où on va l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc un peu de la débrouille, quoi. On s'arrange. Là, il y a un processus pour mettre le mentor avec le bon jeune, de pouvoir... Le matching. D'où le matching, voilà, tout ce process-là. Et c'est pour ça que se pose la question aujourd'hui de la massification, c'est que ça fonctionne. Aujourd'hui, nos opérations fonctionnent. Nous, 9000 étudiants bénévoles à la FEF, toutes les semaines, ça veut dire que c'est presque 20 000 heures par semaine d'intervention individuelle au domicile des enfants. C'est génial. Mais c'est génial, et en même temps, il y a 2 200 000 étudiants en France. 30% veulent s'engager. Voilà. Et donc, à un moment donné... Devenez mentor. Là, il y a une marge de progression. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de fondations comme la Fondation Alpha Omega qui nous permettent de grandir, parce que c'est le défi. Il est très fort, hein. Toujours capable de faire la transition. Vous êtes très, très fort. On ne changera pas. À un moment donné, on veut changer les gens individuellement, mais aussi on veut transformer la société. Bien sûr, mais j'ai bien compris votre message. Donc le côté quantitatif est aussi celui-là. Pourquoi, excusez-moi, je suis un peu abrupt, pourquoi vous avez tiqué tout à l'heure quand j'ai dit c'est un peu la débrouille? Et là, on comprend dans ce que vous dites qu'on est en train de franchir une étape supplémentaire, c'est-à-dire de professionnalisation, on améliore finalement ce mentorat. Pourquoi vous avez fait ce petit mouvement de tête? Parce qu'en fait, je crois que ce qu'il faut, notre métier, c'est la massification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le collectif mentorat, c'est 30 000 binômes. C'est un budget fourni par l'État d'environ 30 millions d'euros, ce qui est bien, mais ce n'est pas avec des ressources et une plateforme informatique qu'on va réussir à passer à l'échelle. Voilà. Et donc, là, on arrive aux choses sérieuses. Voilà. Et donc d'abord, les associations en question qui sont dans le collectif mentorat, elles ont pignon sur rue, elles sont déjà partout sur le territoire, elles sont extrêmement importantes. Mais maintenant, passer de 30 000 à 200 000 mais c'est une étape énorme. C'est énorme, bien sûr. C'est des ambitions incroyables que nous partageons, nous, à la Fondation. Mais il faut le financer quand même. Il faut le financer, mais surtout, il faut le permettre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vise 200 000 mentors, il faut recruter ces mentors. Donc, comme le disait Christophe, c'est de la logistique. Il y a une facilitation par les universités à ce que les étudiants s'engagent, ce serait magnifique. Mais surtout, après, il faut digitaliser les process des associations pour qu'elles puissent traiter 200 000 c'est très lourd. Plutôt que 10 000. C'est une autre échelle. Hein. Voilà, c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on considère les associations comme d'autres organisations, comme des entreprises, finalement, qui ont besoin, par exemple, de passer de champion national à champion international. C'est ça. Là, vous n'avez plus du tout les mêmes besoins RH. Il faut muscler les managements ou en tout cas adjoindre des gens comme Christophe, de directeur adjoint, de staff opérationnel, mais de gestion pure, plus forcément directement vers les jeunes. Et puis, il faut investir dans les systèmes d'information, il faut investir dans le recrutement, il faut investir dans la com, etc., etc. Franchir une étape pour donner plus encore de visibilité, puisque cette émission sert aussi à faire écho, à donner un porte-voix, un écho à l'activité, aux actions qui sont très concrètes. Avant de nous quitter, la suite pour vous, Mouvji, j'ai vu qu'il y a eu la semaine du mentorat France-Québec. C'est intéressant, c'est un clin d'œil, parce que bon, c'est parti plutôt du Québec ou des États-Unis. Ça a permis quoi? Vous aussi, vous êtes dans l'idée que vous avez envie de franchir l'étape suivante? On est effectivement exactement dans cette démarche-là. Vous êtes dans une crise de croissance, quoi. Voilà, on est dans cette crise de croissance et il faut absolument qu'on passe Vous avez besoin de quoi? D'un accompagnement que l'État, le gouvernement... On a besoin d'accompagnement, on a besoin d'argent, effectivement, pour recruter des collaborateurs. Bah ouais. On a des outils, il faut les démultiplier. Donc c'est ça, c'est un investissement massif pour créer un cercle vertueux, parce que tous ces jeunes qui ont un mentor, demain, deviendront mentors à leur tour. Exact. Et c'est comme ça parce qu'ils auront vécu une belle expérience. La société, voilà, ils ont vécu une belle expérience. Ils ont cette ambition de vie. Ils ont
cette ambition de s'engager pour leur territoire. Parce que quand on a reçu, en général, on a envie de redonner. On comprend la valeur de l'engagement. Et c'est cette société qu'il faut qu'on recrée, cette société de l'engagement. Écoutez, si on a pu... Je crois que l'engagement, ça apporte énormément aux gens. Ouais, vous êtes beaucoup sur le mentor grandit aussi à travers cela. Mais plus que grandit, c'est-à-dire que si 30% des jeunes veulent s'engager, c'est parce qu'ils ont bien conscience que ça leur apporte quelque chose. Ils trouvent un sens à leur vie. Voilà, ça répond à un besoin de sens, ça crée du lien. Et imaginez tous ces étudiants qui sont aujourd'hui coincés dans leur chambre de bonne, qui sont en vidéo toute la journée. S'ils donnent un peu de leur temps en créant du lien, en se sentant utiles, en ayant des parents qui les aiment énormément pour avoir aidé leur enfant, moi je crois qu'ils réussissent potentiellement leur confinement. Et quel que soit l'âge, leur enfermement. Voilà. Merci. En tout cas, si Bismart et Smart Job a eu cette vertu aujourd'hui, c'est de donner évidemment la parole à une activité en plein boom, pour le dire un peu abruptement, tant du côté entreprise que du travail social mené dans les quartiers en direction des jeunes, mais pas que des jeunes. Ben voilà, on a joué notre rôle évidemment de porte-voix. Le mentorat, c'est la FEV. Il y a un site internet évidemment. Et puis, vous êtes d'accord ? Oui, afev.org. Pour retrouver toutes les associations du collectif Mentorat, c'est lementorat.fr. On va retrouver pour ceux qui voudraient directement le 1, Télémac, Proximité, comment ça marche d'avenir, voilà. Et puis la semaine prochaine, une plateforme qui va faciliter l'inscription des mentors et des mentorés, qui sera le matching. Voilà. On est en retard. J'ai encore une rubrique à la fin de notre émission. Je veux pas non plus délaisser notre invité qui est en Skype. Merci à Bénédicte Sanson, cofondatrice de Mouv'J. Allez sur mouv'J.fr. Ça c'est facile et allez voir comment ça marche. M-O-O-V-J. Ouais. M-O-O-V-J. Mais il y avait le synthé, et puis je remercie Elisabeth Krief, DG, directrice générale de la fondation Alpha Omega, qui est un petit peu la structure, la structure mère qui organise, puisque vous êtes accueillis au sein de cette structure à la FEV. Voilà, merci pour ce mentorat. J'ai été le mentoré aujourd'hui, je dis très modestement, vous avez été mes mentors. Voilà, il faut savoir être modeste aussi. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va s'intéresser au CV, mais on entend souvent, et ça, Mouv'J ne dira pas le contraire, le CV, ça ne suffit pas. Ce qui compte, c'est les soft skills, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on vient de se dire. D'ailleurs, pendant cette émission, on n'est pas qu'un CV. Voilà, on en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi en visio. Bah oui, on a beaucoup parlé de visio aujourd'hui. Fanny Griesmer nous a fait des petites techniques pour éviter la visio. Je ne l'éviterai pas. Je ne vais pas me figer en pleine émission pour vous faire croire que la visio est bloquée. Gonzague Lefebvre, vous êtes avec nous. Vous êtes déjà venu sur notre plateau en présentiel, pour être extrêmement concret. Vous êtes le cofondateur de Clever Connect, alors qu'il y a le mariage de Visio Talent et de Météo Job. Vous accompagnez, vous, les entreprises. Je disais dans l'introduction, je ne sais pas si ça vous allait, mais le CV aujourd'hui pour un certain nombre de recruteurs, ça ne suffit pas. Vous êtes d'accord avec moi ? Bonjour. D'abord, merci de m'accueillir de nouveau, effectivement, cette fois-ci à distance. Le CV, ça ne suffit pas. Je pense que le CV n'a jamais suffi. Mais probablement qu'aujourd'hui, encore moins qu'avant, et que probablement et la vidéo devient un média de référence dans le recrutement, effectivement. Alors, tout à fait. J'aimerais que vous nous parliez de ce que vous aviez inventé. Vous avez inventé, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, on en a beaucoup parlé aujourd'hui là, dans le cadre du mentorat, ils ont le nez sur leur smartphone et leur tablette, et vous vous êtes dit, après tout, utilisons ces outils-là, c'est-à-dire la vidéo, pour pouvoir se vendre. Exactement, tout à fait. Aujourd'hui, la vidéo est utilisée de deux façons dans le recrutement. On appelle ça l'entretien vidéo live, donc en direct, ou en différé. D'accord ? Donc en direct, vous échangez avec le recruteur directement. En différé, le recruteur prépare des questions. Vous y répondez en vidéo depuis chez vous quand vous avez du temps. Et le recruteur visionne vos réponses et va se dire, tiens, au-delà du CV, est-ce que ce candidat, il a la personnalité, la motivation adéquate pour intégrer mon entreprise ? Voilà. Donc c'est comme ça qu'est utilisée la vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on constate qu'avec la crise, on a eu une digitalisation et une accélération assez spectaculaire et massive de l'utilisation de la vidéo sur toutes ses formes. Nous, on a fait une petite étude là.
auprès de 1000 recruteurs, 50% d'entre eux affirment cette année avoir utilisé la vidéo live ou différée dans leur processus de recrutement. Voilà. Donc une tendance qui était amorcée depuis avant la crise a été renforcée et probablement pérennisée. Pérennisé parce que la crise Covid fait qu'on ne peut pas être en présentiel dans un bureau, notamment celui du DRH, et que donc on a besoin d'avoir quoi ? De regarder, d'analyser le regard, de décrypter, je ne sais pas, le langage non verbal. C'est ça l'utilité de la vidéo ? En fait, c'est d'abord que pendant cette année, on ne pouvait pas se rencontrer physiquement. Et d'ailleurs, il y a un chiffre que je vous partage qui est frappant. Aux États-Unis, 50% des recrutements ont été réalisés en vidéo / sans contact physique entre le candidat et le recruteur. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut recruter sans contact physique. Et nous, on a posé la question aux candidats dans l'autre sens. Ouais. Parmi les répondants, 65% des candidats disent « Je serais prêt à intégrer une entreprise sans avoir jamais rencontré physiquement mon manager ». D'accord ? Donc la crise aussi pousse à l'évolution des mentalités, d'un côté recruteur, en disant je digitalise mes process de plus en plus, mais aussi il faut que ça suive côté candidat. Les candidats répondent oui, nous aussi on est prêt à nous adapter à l'évolution et au contexte. Donc, on a bien compris que Clever Connect, c'était cet outil justement qui permettait de pouvoir mieux se vendre. Ça change quoi, vous qui analysez finalement la sociologie du recruteur et du recruté, qu'est-ce que ça change de le faire en vidéo ? Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire comme erreur ? Parce que c'est pas pareil que quand on est dans un bureau, on prend un petit café éventuellement, voilà, c'est pas du tout pareil. Alors, c'est pas du tout pareil. Je pense qu'il faut être conscient du fait que ce n'est ni meilleur ni moins bien, c'est juste différent. Donc pour certains, ça va avoir un avantage, c'est-à-dire que vous le faites depuis chez vous. Donc sans avoir à vous déplacer, vous êtes dans un environnement que vous maîtrisez. Le fait d'aller parfois dans l'entreprise peut être générateur de complexité ou de stress. De l'autre côté, pour certains, le fait d'être interposé par un écran va générer une autre forme de complexité. Donc, c'est juste plus une question d'adaptation, je pense, plus que de dire, tiens, il y a une solution qui est meilleure que l'autre. Notre conviction, nous, chez Clever Connect, c'est que c'est pas la fin des entretiens physiques, loin de là. En revanche, probablement que la vidéo va se démocratiser, qu'il est, je pense, intéressant pour toutes les personnes souhaitant demain changer de métier, de se familiariser à l'outil vidéo parce qu'il sera nécessairement de plus en plus présent. Avant de nous quitter, très probablement. Avant de nous quitter, Gonzague, vous conseillez finalement à ceux qui veulent changer de métier, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, de toute façon faire une vidéo froide, de s'enregistrer, de se mettre avec son iPhone et de s'enregistrer pour dire voilà, je m'appelle un tel, j'ai tel niveau d'études. C'est utile ou pas ça de le faire ? Oui, je pense que c'est utile et par exemple sur nos solutions, mais les concurrents le font également. Il y a souvent des modules d'entraînement et ce que je préconise simplement, c'est de évidemment prendre le temps, peut-être une dizaine, quinzaine de minutes, de comprendre et de s'entraîner. Je vous donne un exemple que j'ai pas forcément fait depuis le début de l'entretien. Essayez de regarder plutôt quand on est devant un ordinateur le trou de la webcam plutôt que l'écran pour donner l'impression à l'interlocuteur qu'on le regarde dans les yeux. Oui. Voilà. Exactement. Exact. Voilà. Et donc, vous ne l'avez pas fait, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés, Gonzague. Exactement. Non mais c'est vrai que c'est des petits points, si on devait donner pour nos téléspectateurs ou nos auditeurs quelques conseils, on pourrait dire aussi veiller au cadrage, c'est-à-dire que si vous êtes collé à l'écran, c'est pas super, un petit peu de recul, on peut par exemple, comme je le fais là, intégrer les mains. Ça donne une notion de dynamisme supplémentaire. Donc voilà, c'est intéressant. L'exposition, la lumière. Je pense que c'est juste un ensemble de petits points de détail qui peuvent mettre probablement le candidat dans des conditions de succès un peu plus favorables si on respecte quelques bonnes pratiques simples à intégrer, mais qu'il faut néanmoins prendre le temps de travailler un petit peu. Merci Gonzague Lefebvre, Clever Connect. Vous avez vu, je regarde bien dans le trou de la caméra pour pas que je sois dissipé par... Je vous vois droit dans les yeux, c'est parfait. Le message est passé très clairement. On s'est regardé droit dans les yeux, Gonzague. Clever Connect, c'était un plaisir de vous retrouver cette fois-ci en visio avec ces outils. Soyez vigilants, le monde change, le recrutement change, c'est ce que nous dit Gonzague Lefebvre, et que la vidéo, l'image, ce que l'on est, nous, va jouer un rôle de plus en plus important, peut-être même aussi d'ailleurs dans le mentorat, dans le travail des mentors et le travail
d'accompagnement aussi. On travaille aussi beaucoup sur l'image. C'est très important. Merci à vous. Merci de m'avoir accompagné, Bénédicte Sanson, Elisabeth Elkrieff, Christophe Paris, jusqu'à la fin de cette émission. C'était un plaisir de la partager avec vous. Je serai là demain, évidemment, en direct, comme d'habitude, toute l'équipe, Fanny Griesmer en première ligne, Hector à la réalisation, peut-être avec Justine au son, Pauline Gratel et Valentin, accompagnement et accueil des invités. C'est un plaisir de faire cette émission. Portez-vous bien, soyez prudents, évidemment, et à demain en direct. Bye bye.